Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet accueil. Donc, effectivement, je vais vous parler de l'histoire et des moments clés de l'éthique médicale. L'impératif de la recherche médicale, c'est d'améliorer le vivre et l'être. Donc, mieux vivre et mieux être. Et ce qui est intéressant, l'intérêt de retracer cette histoire, c'est de voir par quels moyens cette finalité a été. Donc, tout au long de ce topo, on va parler de moyens. Alors, tout d'abord, la médecine antique. Donc, dans l'Antiquité, c'est un art de l'observation. Toute situation de soins de l'époque est expérience. Et à ce moment-là, médecine et philosophie, elles sont exercées par les mêmes personnes. La séparation, elle sera effective seulement vers le début du XVIIe siècle. À cette époque, les expérimentations, elles sont faites sur des condamnés à mort par les médecins à l'école d'Alexandrie, et ceux qui en survivent ont des remises de peine. La médecine antique, c'est deux personnages clés. Aristote, son œuvre L'Éthique à Nicomaque, dans laquelle il parle donc de ses moyens, des moyens immoraux qui ne se justifient pas par un but utile. La fin ne justifie pas les moyens. Et selon lui, la vertu la plus importante, c'est la vertu de la prudence. Elle les ordonne et elle les perfectionne, les autres vertus, telles que la justice, la force, la tempérance. Et dans l'Antiquité, le médecin remet de l'ordre dans la nature. Autre personnage clé, Hippocrate, bien sûr. Avoir dans les maladies deux choses en vue, être utile ou du moins ne pas nuire. Donc il met en avant la possibilité de faire le mal. Donc ça va être le point de départ de la morale et de l'éthique. Il rédige les grandes lignes de l'éthique qu'il voulait pour les futurs médecins. L'obligation morale de la reconnaissance, de la transmission du savoir, l'égalité de la prise en charge des hommes face à la souffrance et à la maladie, la défense de la vie et le secret médical. Ensuite, sont énoncés les principes de l'essai clinique avant qu'il ait lieu. Ces principes, ils ont été définis par Avicenne au Moyen-Âge. C'est un médecin persan, le prince des savants. Et donc, ce médecin, il a créé la première encyclopédie médicale, dans laquelle il parlait des tests thérapeutiques en disant de ceux-ci qu'ils devaient être étudiés avec des produits purs et sur un grand nombre de patients pour pouvoir faire une différence entre l'effet courant de l'effet accidentel. Des principes au premier essai clinique. Le premier essai clinique qui a lieu au siècle des Lumières, avec Linde. Donc le siècle des Lumières, d'un point de vue philosophique, c'est Rousseau, avec l'aliénation de l'être à la société. Et puis à l'opposé, Locke. Locke, justement, c'est l'individu propriétaire de lui-même. Et donc à cette époque, Linde, il était médecin de l'armée et de la marine anglaise. Et il était parti donc en expédition maritime. Il avait étudié donc des marins atteints du scorbut. Donc en fait, ce qui en était ressorti, c'était qu'en administrant à chacun une substance différente, un seul de ces groupes avait été guéri, donc c'était le groupe agrumes. Et forcément, à son retour, le scepticisme était là. Comment un fruit quotidien contre une maladie pouvait soigner une maladie aussi grave? On ne peut pas parler d'éthique médicale et de recherche sans parler de l'origine du vaccin. Donc c'était Jenner, un médecin de campagne anglais à la fin du XVIIIe siècle, qui observait malheureusement les gens mourir de la variole, la grande tueuse de l'histoire. En fait, il observait les treilleuses qui treillaient des vaches atteintes de la variole. C'était la variole des vaches, qui était une cousine de la variole humaine. Et en fait, les treilleuses n'avaient pas... elles étaient atteintes de cette variole, mais elles ne mouraient et ne subissaient jamais la variole humaine. Il avait donc
fait une inoculation du pus varioleux de ces femmes sur des enfants, qui ensuite avaient reçu également l'inoculation de la variole humaine et n'en étaient pas atteints. De nombreux arguments des détracteurs à l'époque, des arguments scientifiques et médicaux sur les dangers individuels et les dangers de la communauté résultant d'une injection volontaire de pus variolique, et puis des arguments éthiques ou théologiques. L'homme décide d'aller contre la volonté divine, c'est-à-dire contre les lois de la providence. Le débat commence alors vraiment sur l'expérimentation médicale et l'éthique. La question sur le consentement de l'homme à être le sujet d'une recherche est posée en ces termes par Kant. L'homme raisonnable a-t-il le droit de se donner la variole par inoculation à lui-même et aux autres qui n'ont pas de jugement? C'était des enfants. Ou bien est-ce que cette façon de se mettre en péril de mort n'est pas du point de vue moral totalement inadmissible? Sur ce point, ce n'est donc pas le médecin tout seul, mais aussi le juriste moral qu'il faudrait requérir. Voilà, quand on parle de Kant, donc on parle de principes philosophiques tels que l'autonomie, la liberté, et puis le devoir envers les autres. On ne peut pas aborder Kant sans parler de cet impératif catégorique. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre. Toujours en même temps comme une fin et jamais seulement comme un moyen. Donc en résulte ensuite le premier code d'éthique de la recherche médicale avec Beaumont. Beaumont, c'était un chirurgien américain. Il note donc le chercheur doit être consciencieux et responsable. Donc il commence à montrer la responsabilité du chercheur et l'expérimentation sur des humains doit être nécessaire. Elle doit être obtenue, l'expérimentation doit être obtenue par le consentement volontaire du sujet. Vient la rupture. La rupture avec ces horreurs et ces crimes de la Seconde Guerre mondiale, les expérimentations nazies, le rejet des valeurs humanistes. J'ai pas de timing, je sais pas où j'en suis. Okay, merci. Donc ce sont des expérimentations nazies qui sont couvertes par cet effort de guerre nécessaire qui est appuyé par des politiques comme le plus haut dignitaire du Troisième Reich qui dit « Ces recherches peuvent être mises en œuvre par nos équipes avec une efficacité particulière, car j'en assume personnellement la responsabilité en procurant des individus asociaux et des criminels qui ne méritent rien d'autre que de mourir en camp de concentration pour ces expérimentations. » Après la guerre, donc le procès de Nuremberg, avec le Code de Nuremberg, qui est la première déclaration internationale sur la recherche, impliquant la participation des sujets humains. De là est défini enfin ce consentement volontaire, ce consentement libre et éclairé. La capacité légale de consentir, la personne placée en situation d'exercer son libre choix. Une connaissance et une compréhension sur l'expérience qui va être menée. Et la responsabilité d'apprécier la qualité du consentement, propre à chaque personne qui prend l'initiative de diriger cette expérience. De ce code, donc des résultats avantageux pour la société qui sont prédictibles. Il faut éviter toute souffrance non nécessaire, des résultats non délétères pour le patient et protéger le sujet de l'expérience de tout risque, même ténu. Tous les investigateurs doivent être hautement qualifiés. Le sujet peut mettre fin à l'expérience à tout moment, ainsi que le scientifique qui l'amène. Pourtant, ce code il a eu peu d'effets directs sur les pratiques d'expérimentation après la guerre. Il fut plus sensible à la déclaration d'Helsinki, une déclaration internationale, et encore plus à sa révision. À sa révision, il a été dit donc, que les recherches sur les sujets humains qui ne respecteraient pas la déclaration ne devraient plus être publiées. Donc, cette déclaration d'Helsinki, c'est toujours mettre en valeur ce devoir du médecin, la balance bénéfice-risque et toujours l'importance du consentement libre et éclairé. Pourtant, donc, le Code de Nuremberg, alors que le tribunal était un tribunal international, il a glissé sur la communauté médicale américaine qui ne se sentait pas concernée. C'était un bon code pour les barbares, mais un code inutile pour les médecins normaux.
Alors, quelles étaient les dérives aux États-Unis à ce moment-là? Deux significatives. L'étude sur la syphilis, pendant 40 ans, de 1932 à 1972, il y avait 400 métayers pauvres qui avaient contracté la syphilis, qui n'avaient pas été soignés pendant ces 40 années pour être surveillés, observés jusqu'à leur mort, sans consentement, alors que le concept était existant avec le code de Nuremberg, et pas de traitement. On leur refusait l'armée aussi, on leur refusait toute possibilité d'accéder au traitement qui était la pénicilline, qui était déjà disponible. Et également le scandale sur la transplantation de cellules cancéreuses chez 22 vieillards tenus dans l'ignorance. Donc ces scandales ont été diffusés donc dans les années 70 seulement. Ensuite, il y a eu le rapport Belmont, avec des principes éthiques et une ligne de conduite pour la protection des sujets humains de la recherche, avec la notion de respect des personnes, les calculs des bénéfices-risques de la recherche et la notion de justice. Donc pour conclure, l'éthique et la recherche ont fait l'objet de nombreux débats, de polémiques, dès le XVIIIe siècle, avec un sommet dans le milieu du XXe siècle. Et l'aboutissement de ces discussions fut la rédaction de grands textes fondateurs sur la recherche biomédicale et la promulgation des lois dans tous les principaux pays occidentaux. Je vous remercie.